Experimentorium. C'est Artorama qui a demandé à Job van Lieshout de concevoir un espace de discussion à l'occasion de l'exposition New Orders à la Friche. Donc voilà, il a fait Excrementorium et l'idée c'est de proposer des discussions sur ce dispositif. Une discussion imaginée en étroite collaboration avec Artorama et Documents d'artistes. Une discussion sur des problématiques soulevées, des questions soulevées par le travail de l'atelier Van Lieshout et principalement autour de la notion d'utopie, de dystopie, d'organisation sociale, d'urbanisme, de ville. Isabelle Frémaux était maître de conférence en Media et Cultural Studies au Birkbeck College de Londres, quelque chose qu'elle a quitté pour fonder le laboratoire d'imagination insurrectionnelle qui vise à créer de nouvelles formes de désobéissance civile. Isabelle a réalisé avec John Jordan le film Les Sentiers de l'Utopie, que vous pouvez voir donc sur le site Additional Document, mais pas que là d'ailleurs, c'est un film qui tourne un peu dans des galeries. Et elle travaille actuellement à la création d'une ferme autogérée qui s'appelle La Ronce en Bretagne. Olivier Razac, juste à la gauche d'Isabelle Frémaux, est philosophe, enseignant-chercheur. Et il a écrit, il s'intéresse, il est très inspiré par le travail de Michel Foucault. Il travaille de très près avec le milieu pénitentiaire. Et il a écrit un milieu sur lequel il mène des recherches d'ailleurs. Et il a écrit les livres Histoire politique du barbelé et L'écran et le zoo aussi, je crois. Jean-Louis Violot, donc à la gauche d'Olivier Razac, et lui sociologue, professeur à l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Il a écrit entre autres les livres Situations construites, Les architectes aimés 68, 101 mots de l'utopie à l'usage de tous, et récemment une anthologie de la revue Utopie. Et Jean-Louis Violot collabore également à plusieurs revues d'architecture et d'urbanisme. Donc ça, c'est une présentation synthétique, mais je vais demander à chacun un peu d'en dire un peu plus sur lui. Donc pour commencer, Isabelle, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à quitter l'université de Birkbeck London College, au sein de laquelle je crois vous avez passé de nombreuses années, et ce qui vous a poussé à réaliser ce film, Les Sentiers de l'Utopie. Donc c'est un film qui part d'une expérience utopique à une autre en Europe. Ça part d'Angleterre, ça passe par la Serbie, ça va en Espagne, en France. Alors moi, la raison pour laquelle j'ai quitté le milieu universitaire, c'était pour pouvoir respirer à nouveau, je dirais. Je me sentais de plus en plus étouffée par les façons de fonctionner de l'université, alors avec un U majuscule, pas juste de l'université dans laquelle je travaillais. Et puis j'avais aussi été très très inspirée par le périple qu'on avait fait, où effectivement en 2007-2008, on est allé à la découverte de 11 projets que nous avons qualifiés d'utopistes en Europe, et qui avaient deux fils rouges. Ils étaient tous organisés de manière horizontale. Donc la plupart étaient autogérés. Il n'y avait en tout cas pas de chef, pas de gourou, pas de comité central. L'organisation horizontale était vraiment un point commun entre tous ces projets. Et aucun de ces projets n'était fondé autour d'une religion ou d'une spiritualité. Il y avait évidemment des pratiques religieuses ou spirituelles individuelles dans ces projets, mais c'était jamais un projet religieux qui les fondait. Et ce qu'on a essayé de montrer avec ce projet, c'était que d'autres façons de vivre, ce qu'on a nous souvent appelé malgré le capitalisme, enfin des manières de faire sécession, existent, sont possibles, et sur énormément de sujets. Il était important pour nous de se départir de cette suggestion
qu'il y aurait un modèle à la recherche duquel on se mettrait pour pouvoir le dupliquer à l'infini, et qu'au contraire, nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt la notion de laboratoire, c'est pour ça qu'on a appelé le projet Les Sentiers, c'était plutôt de regarder différentes façons d'explorer différentes dimensions d'une autre vie possible. Donc on est allé au camp climat en Angleterre contre la 3e piste de l'aéroport d'Heathrow pour montrer une certaine manière de résister et de proposer en même temps. On est allé visiter des usines autogérées en Serbie, des squats, des fermes, une communauté d'amour libre. Enfin, c'était très important pour nous d'aller voir différents aspects de cette utopie dont on nous dit qu'elle n'existe pas, qu'il faut arrêter avec ça, que le rêve c'est un truc de loser de toute façon, parce qu'on voit bien ce que les utopies ont généré, c'est-à-dire des régimes totalitaires, ou le capitalisme, hein, c'est quand même l'utopie par excellence, le capitalisme, et que nous c'était important pour nous de reprendre le terme et de parler de l'utopie comme juste d'avoir le courage de penser et de se projeter dans une organisation sociale plus juste, moins destructrice, et d'essayer. C'était surtout ce lien entre la théorie et la pratique, donc se démarquer un peu des seules projections utopistes, littéraires, qui ne sont que des fictions ou des théories, et de montrer qu'il y a dans ces tentatives alternatives, forcément à un moment donné, un moment d'utopie, un moment où on se dit je suis en décalage avec ce qu'on essaye de m'imposer, et je crois qu'il y a quelque chose d'autre de possible, et d'essayer de le faire. Olivier Razac, vous, je rappelle que vous êtes philosophe, enseignant-chercheur dans ce milieu particulier qui est la prison, hein, pour faire vite, pour généraliser un peu. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet endroit-là? Et quel est votre rapport à l'utopie aussi? Donc moi, ce qui m'intéresse depuis longtemps, c'est les formes spécifiques d'exercice du pouvoir dans la société actuelle. Et en particulier, ce qui m'intéresse, c'est que ces formes d'exercice du pouvoir ont de plus en plus tendance à être des formes d'exercice du pouvoir qui sont, on va dire, participatives, inclusives et aussi, dans une certaine manière, protectrices. Et que donc ce pouvoir, il n'est plus concevable comme un pouvoir purement répressif, externe, qui s'imposerait à nous et auquel on pourrait résister d'une manière claire, puisqu'on fait toujours partie des processus de pouvoir qui nous constituent et auxquels on participe. Et c'est ces formes-là, beaucoup plus grises, que Deleuze avait un peu schématisé sous la notion de société de contrôle, qui m'intéressent plus particulièrement, parce que forcément, la notion de résistance à un pouvoir auquel on participe toujours déjà est plus complexe à penser qu'un pouvoir qui est extérieur à nous. Et dans le cadre pénitentiaire, c'est justement pas tellement sur la prison que je travaille, mais sur les formes, justement, ce qu'on appelle les formes intermédiaires de sanctions, les sanctions à l'extérieur. Ce qu'on appelle maintenant, c'est devenu là, dans le discours médiatique actuel très présent, c'est les formes de probation. Donc non pas l'enfermement strict, mais des formes de sanctions à l'extérieur, avec un certain nombre d'obligations, d'interdictions qu'il faut suivre, et qui sont des formes de sanctions précisément qui capturent l'intérêt de celui qui est sanctionné. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un endroit où on vous oblige à être et vous n'avez pas le choix, la prison, on ne vous demande pas votre avis, c'est des formes de punition qui sont contractualisées, et où il y a une sorte de donnant-donnant permanent qui implique celui qui est puni dans sa propre sanction. Alors on peut y voir des effets positifs, de responsabilisation, d'éviter l'incarcération, etc. Mais c'est aussi des formes de pouvoir qui sont effectivement particulièrement éventuellement perverses, puisqu'elles capturent l'intérêt de l'individu dans sa propre répression. Donc c'est ces formes-là qui m'intéressent, et ce que j'essaie de faire, c'est de me brancher sur les réflexions des professionnels pénitentiaires qui mettent en œuvre ces mesures. Je me rappelais avant les travailleurs sociaux pénitentiaires, maintenant c'est les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui étaient inconnus avant. Maintenant, on commence à en entendre parler dans les médias au niveau des réformes pénitentiaires. Et c'est ces personnes-là qui mettent en œuvre ces mesures avec lesquelles j'essaie de travailler en me branchant sur leurs propres réflexions critiques, en essayant de les formaliser, de les systématiser, de leur renvoyer, de faire un cercle où la philosophie critique n'est pas déconnectée des pratiques, mais peut proposer des formes de déconstruction aux professionnels qui leur permettent de trouver des marges de manœuvre dans leur propre métier. Jean-Louis Violot, donc vous êtes sociologue et vous êtes professeur dans une école d'architecture, et vous vous intéressez. Qu'est-ce qui vous a amené en tant que sociologue à vous intéresser à l'architecture et ainsi qu'à l'utopie, puisque vous travaillez depuis longtemps sur cette notion d'utopie en architecture? Je dirais d'abord mon âge.
parce que en fait, j'ai eu 20 ans en 1989, ce qui ne nous rajeunit pas. Et c'est pas le meilleur âge, le meilleur moment d'avoir 20 ans pour entretenir un rapport à l'utopie en 1989. Donc je pense que si on veut parler aujourd'hui d'utopie, il faut aussi parler de situation de génération. Et c'est ce qui m'avait engagé à l'époque à m'intéresser aux architectes dans leur moment utopique, c'est-à-dire aux alentours des années 68, puisque souvent c'est à ce moment-là qu'il y a des projets théoriques, c'est à ce moment-là, dans les moments de crise, de redéfinition des architectes, qu'affleurent les projets utopiques et les remaniements complets du mode d'exercice. Donc voilà, c'est ce qui m'avait intéressé en tant qu'objet, et puis personnellement, dans un rapport de questionnement par rapport à cette notion, au moment même où on nous disait l'utopie c'est fini, l'utopie ce n'est pas sérieux, certes, mais c'est aussi totalitaire. Et je pense que c'est cette assimilation qui est encore aujourd'hui très forte et très durable entre l'utopie et le totalitarisme qu'il faut continuer à questionner. Parce que sans utopie, comment faire des projets ? Donc, comment être architecte, comment être urbaniste, comment finalement se projeter dans un futur sans horizon critique. Et l'horizon critique, c'est l'utopie. Mais il n'est pas question pour autant que l'utopie se réalise. Mais l'utopie est une sorte d'idée régulatrice, d'horizon inaccessible. Et donc c'est dans ce sens-là que la notion est encore tout à fait pertinente à mon avis. Voilà pour ce qui est de la notion. Et pour les urbanistes et les architectes, aujourd'hui justement, pour rejoindre ce que disait Isabelle, il y a une utopie très, très active, qui est celle du chiffre, de la quantité, imposée par un régime de vie en société, avec les conséquences qui sont celles qu'Olivier a pu décrire, la face noire. La face dorée est ailleurs, elle est peut-être ici d'ailleurs, la face dorée. Donc il y a une sorte de régime qui nous domine, qui est celui du chiffre, et qui s'est imposé ces dernières années de manière très très forte à l'imaginaire et au projet des architectes et des urbanistes, qui pensent la ville d'abord en fonction du chiffre, en fonction de la quantité, en fonction de l'activité économique, parfois avec l'idée que finalement on a des chargés de com de la chambre de commerce qui présentent leurs projets urbains. Mais ce n'est pas nouveau. Le mouvement moderne, les SIAM, les congrès internationaux d'architecture moderne, se sont créés entre deux guerres sur l'idée du chiffre, sur l'idée de l'industrialisation, de la rationalisation de la production, mais aussi de l'occupation de l'espace et du territoire. Et aujourd'hui, on arrive, chemin faisant, à une autre forme de rationalisation calquée sur l'économie concurrentielle de l'organisation du territoire. Et ces projets-là qu'aujourd'hui imaginent les architectes, eh bien, sont finalement tout entiers imprégnés de cette idéologie du chiffre. Alors avant, ça permet de vous situer plus précisément tous les trois, j'espère, pour le public. Avant de nous asseoir sur cet excrémentorium, on a fait tous un petit tour dans l'exposition de l'atelier Van Lieshout. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, avant qu'on rentre plus précisément sur cette discussion, pour prolonger un peu les textes et vidéos que vous avez réalisés, écrits, ce que vous retenez un peu de ce travail de Van Lieshout que vous avez vu assez rapidement, somme toute, Isabelle? Alors c'est difficile parce que c'est quand même il y a quand même un nombre d'œuvres importants et moi ce qui m'a frappé c'est ce que je ressens être un rapport assez cynique à la réalité d'aujourd'hui et aux nombreuses crises qu'on traverse. Je suis personnellement particulièrement touchée, inquiète des crises écologiques que je mets volontairement au pluriel, auxquels on est confronté. Et je suis étonnée et très interrogée par ce que je vois comme un gigantisme dans le travail de Van Lieshout et comme quelque chose où cette dimension écologique est finalement très peu perceptible. Et du coup, je trouve très intéressant ce que ça peut dire du moment historique dans lequel on se trouve. C'est où il y a vraiment beaucoup de réflexions sur la notion de contrôle et cette projection possible comme Slave City, de ce que pourrait être une autre société. Ce qui, moi, me touche aussi, c'est que j'y vois un assez grand pessimisme dans cette projection et que pour moi, c'est une chose qui est fort intéressante dans la notion d'utopie. C'est aussi que dans la notion d'utopie, il y a cet attachement à imaginer quelque chose de mieux, il y a quelque chose de fondamentalement
excusez-moi. Il y a quelque chose de fondamentalement plein d'espoir, hein, même si ça n'a pas besoin d'être un espoir naïf ou béat. Enfin, et c'est, je trouve intéressant. Enfin, moi, dans le projet qu'on a fait, qui est un livre-film d'ailleurs. Je voulais juste faire cette petite précision. C'est pas juste un film. C'était le jeu entre les deux médias nous importait beaucoup. Et depuis que ce livre-film est sorti et qu'en 2011 qu'il a beaucoup circulé, une des choses qui nous a frappé, c'est qu'il y a vraiment une soif d'alternative, une soif d'optimisme, parce qu'on traverse quand même un moment un peu plombant, il faut bien le dire, où les crises s'accumulent et il y a énormément d'œuvres et d'analyses de comment ces crises peuvent s'articuler, comment on les décrit, et finalement assez peu de comment on peut en sortir. Et je perçois ça dans l'œuvre de Van Lichert. Ça reste beaucoup dans cette critique qui, au demeurant, est extrêmement intéressante, mais qui, à mon avis, manque un peu d'optimisme. Olivier Razac, vous, qu'est-ce que vous retenez de ce tour rapide là, dans le panorama de la friche? Moi, je suis totalement ignorant en art. Ce que je peux dire sur cette œuvre, c'est que c'est pas extrêmement confortable, mais que par contre, bizarrement, ça donne une envie irrépressible de bouquiner. Je ne sais pas pourquoi. Non, sur les autres œuvres, non, il y a un truc, une acuité que j'ai trouvé intéressante, toute bête. Hein, c'est que ce qui est pointé dans cet aspect dystopique de l'organisation de l'espace, donc une utopie négative, ce qui pourrait être inquiétant dans l'organisation de l'espace, c'est la spécialisation des espaces. C'est visible dans plusieurs œuvres, c'est-à-dire que chaque espace doit être dédié à une activité, une tâche, des affects très précis. Et ça, c'est d'un côté certainement peut-être inquiétant et pointant, comme on peut penser la dystopie, un futur, mais en fait ça pointe un présent. C'est-à-dire, on discutait, moi je ne connais pas Marseille, mais on discutait de la rue de la République, et la spécialisation des espaces, il me semble que c'est exactement ce qui est tout simplement en œuvre là aujourd'hui. Je veux dire, dans une rue qui va être totalement dédiée au commerce je sais pas, de luxe ou pas de luxe, mais enfin, où tout ce qui va donner sur la rue sera de l'ordre de la consommation. C'est déjà tout simplement aujourd'hui, quoi. Et la dystopie, c'est ça. L'utopie négative, c'est pas simplement dire ce qui nous menace, c'est dire par un biais détourné ce qui est intolérable dans le présent. On en discutait aussi, la question on y reviendra éventuellement, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de dystopie, c'est-à-dire de ce détour fictionnel ou artistique pour faire cette critique du présent aujourd'hui. Moi, je ne suis pas totalement persuadé, c'est-à-dire que je trouve que la dystopie maintenant devient une sorte d'accessoire un peu inutile, puisque l'utopie de Thomas More, elle a été écrite parce qu'il ne pouvait pas dire les choses directement pour critiquer l'état présent du Royaume d'Angleterre. Aujourd'hui, cette critique, cette déconstruction de la manière dont fonctionne notre réel et les pouvoirs qui s'exercent sur nous, on peut le faire directement. Il n'y a pas besoin de prendre de détour. Donc la dystopie, elle me paraît... Alors peut-être elle peut être utile pour une sorte de prise de conscience comme ça, plus directe que par la théorie, mais est-ce que ce n'est pas un détour inutile? C'est une question comme ça naïve. Oui, sauf que dans le cas de l'atelier Van Lieshout, c'est dit, et effectivement, il y a du discours, mais il y a aussi des formes, des couleurs, des choses comme ça qui peut-être enrichissent aussi ce qui n'est pas que un propos. Jean-Louis Violot, sur ce tour de l'exposition Van Lieshout. Je vais d'abord dire un petit mot sur le trône sur lequel nous sommes assis, mais avec lunettes orientables quand même, hein, et avec une couleur un petit peu douteuse, mais ils n'étaient pas d'accord avec moi. Je trouve que c'est un bon reflet de notre société dans le sens où les latrines et les lieux d'aisance, ça a longtemps été historiquement un problème de l'architecture et des architectes. On les cachait. Sous Louis XIII, on conseillait de les mettre tout en haut des immeubles parce que grâce à un petit soupirail, l'odeur montant, on pouvait espérer que l'atmosphère serait un peu purifiée. Et donc là, on est typiquement, je dirais, dans une œuvre de notre époque, c'est-à-dire qu'on joue un petit peu à se faire peur. Aujourd'hui, les WC, la chasse d'eau, c'est arrivé à la fin du 19e. C'est l'Angleterre qui l'a généralisé la première, lors de la révolution industrielle. Et la bourgeoisie, qui voulait cacher les affects, cacher les fonctions naturelles, et domestiquer le quotidien. Aujourd'hui, en revanche, on le montre. On montre la question fécale. On pourrait appeler, je sais pas, cet homme Merdiana, Foiriana. On pourrait lui donner plein de noms autres qu'Extrementorium, qui est déjà un peu noble. Mais en même temps, il n'y a pas l'odeur.
C'est-à-dire qu'on a l'image, mais on n'a pas l'odeur. Et c'est assez révélateur de notre époque qui joue un petit peu à se faire peur, mais en étant bien poli et finalement bien discipliné. Voilà. Alors que longtemps, les chiottes ont été un vrai problème d'architecte. Il n'y a que Gadet en 1902 dans son traité, c'est le dernier traité d'architecture, qui disait à ses étudiants « Quant aux toilettes, vous pouvez désormais les mettre au milieu de l'appartement sans risque ». Puisqu'on avait la chasse d'eau, on avait inventé tous les dispositifs qui permettaient d'éviter et d'expulser les excréments. Voilà, donc là on l'expose. On l'expose et sans l'odeur, et bon, avec le tout à l'égout quand même, et même le raccord prévu ici. Je crois que dans votre texte, Jean-Louis Violo, que vous avez écrit, là, qui s'appelle « D'un ton utopique récemment entendu en architecture » pour ce site Additional Document, vous citez également Baudrillard et la fécalité dans un chapitre du système des objets, où il disait que la société ressemble de plus en plus à un intestin humain, en fait. Oui, il disait très bien, et ça c'est l'intérêt de Baudrillard, c'est qu'il n'était pas seulement marxiste, il était aussi anthropologue, et il avait très bien vu que les objets, les étagères, les rangements dans la maison moderne, tout devait communiquer. Et il avait instauré une sorte de principe de fécalité domestique. Et plus l'environnement était moderne et contemporain, plus les objets devaient communiquer entre eux sans heurts, et de façon lubrifiée. Et il critiquait déjà cette lubrification excessive. D'ailleurs, cet objet, je trouve, assez bien fini, assez lisse, assez neutre finalement. Il est poli, il est presque agréable. Et en effet, Baudrillard avait bien vu ça. Donc Baudrillard il a vu ça sur le domaine intime, et puis de l'autre côté, il y a les tuyaux, les flux, qui sont ceux de la ville. Et ça, c'est l'utopie de Saint-Simon, qui s'est complètement réalisée dans notre quotidien, qui est celle des réseaux de transport, qui est celle justement de l'économie, de la mondialisation. Et ce penseur, ce visionnaire du 19e siècle, finalement, c'est un des seuls qui ait vu son utopie réalisée, à mon avis. Bien plus que celle de Fourier, qui était autocentrée. Celle de Saint-Simon était mondialiste, industrielle, couvrait tout le territoire, colonisatrice. L'idée de colonisation de l'Algérie, c'est lui et ses disciples. Marseille, quand on voit la frise au musée d'histoire de la ville, on voit Second Empire, tout à coup, la ville qui explose. Marseille existe grâce à Saint-Simon, en partie, et à Chevalier, son disciple. Bref, donc les réseaux, la lubrification, la fécalité, en effet, le caca, les intestins. Et alors l'expo de Van Diesoet, c'est quand même une... Alors c'est d'un côté, en effet, ce jeu sur les intestins, les tripes, les besoins fondamentaux. Et puis de l'autre côté, le chiffre, le principe d'efficacité. Il y a beaucoup de choses qui sont chiffrées dans son expo, il y a beaucoup de choses qui sont quantifiées. Et en ça, il rejoint, alors je trouve qu'il rejoint ses petits copains architectes hollandais, par exemple ceux d'MVRDV, qui ont bâti toutes leurs démonstrations sur ce principe d'empilement justement et de rationalisation supérieure de l'espace à des fins productivistes. Et quand on regarde les planches de Van Diesoet, souvent les choses sont empilées comme ça et ça doit tourner. Et ça m'a fait penser, on en parlait tout à l'heure, à un projet d'MVRDV de Peak City, de stabulation verticale d'élevage des cochons, destiné à justement satisfaire les besoins au maximum sur un espace réduit. Et dernière chose que j'aurais aimé dire, il rejoint aussi un courant de l'art contemporain plus général qui consiste quand même à bien écrire le médiocre. C'est Flaubert qui parlait de ça, le grand style sur le rien et le quotidien. Il y a quand même quelque chose de cet aspect-là, et il y a une sorte de formalisme réaliste dans le travail de Van Diesoet qui est justement centré sur cette application à sculpter les besoins du quotidien de manière esthétique. Oui, alors Isabelle. J'avais juste envie de rebondir sur ce que Jean-Yves vient de dire, parce que je trouve qu'effectivement, les toilettes telles qu'elles sont présentées ici sont finalement une assez bonne représentation de la société dans laquelle on vit, qui préfère empoisonner l'eau potable, quand même, parce que c'est ce qu'on fait. La question fécale n'a pas disparu. Les Chéricha coli se rappellent à nous tous les jours. Voilà, et donc on préfère empoisonner de l'eau potable plutôt que de se reconnecter à notre propre condition, et que je pense, enfin moi je conçois beaucoup cette notion d'utopie comme un processus de reconnexion entre soi et l'environnement, le monde vivant, entre soi et les autres, parce que c'est aussi pour cette raison que moi les organisations horizontales et d'autogestion m'intéressent beaucoup. C'est que pour pouvoir fonctionner en autogestion, il faut absolument se reconnecter, parce qu'on ne peut pas juste être posé de manière passive en attendant les ordres ou en attendant qu'on nous dise quoi faire, quoi ne pas faire. Et je
pense que ça, c'est une très bonne illustration de ce processus de déconnexion qui a été la modernité et qui nous pose problème. En même temps, c'est une sorte de communisme de la défécation. Pardon. Olivier Razak, le texte que vous avez écrit et qu'on va essayer dont certaines idées, on va essayer de les débattre ici, de prolonger, comme les idées du film d'Isabelle et du texte de Jean-Louis. Ce texte s'appelle Utopie banale. C'est une critique en règle de l'utopie dans sa version idéaliste, on va dire, hein. Et du geste de la transgression aussi. Il y a une critique très vive de ça, pour arriver à une description d'une société de contrôle sous forme d'une coalescence de bulles, où en fait le pouvoir s'exerce sur les accès à ces différentes bulles qui sont organisées selon différents protocoles. Et vous dites que, en termes d'utopie, tout ce qui nous reste à faire dans une société telle que celle-là, c'est d'essayer d'inventer des choses dans les interstices, c'est-à-dire entre les bulles, les petites poches qui peuvent exister entre les bulles, c'est-à-dire quelque chose de finalement modeste, banal. Est-ce que ça veut dire pour vous, bon, je résume à grands traits ce que vous racontez dans ce texte, est-ce que ça veut dire pour vous qu'il faut arrêter d'avoir envie de changer le monde, par exemple? Le texte n'est pas exactement sur ce ton-là. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de dire ce qu'il faut ou pas faire ou pas faire. L'idée, c'est de dire, je vais juste reprendre l'argumentation, j'essaie d'être rapide. L'idée, c'est de dire l'utopie classique, c'est un geste littéraire qui consiste à décrire une société idéale, parfaite, qui permet de critiquer par contraste le présent et ses imperfections, ses abus de pouvoir, ses excès. Bon. Ça, c'est une fonction ironique, critique, sarcastique de l'utopie qui est tout à fait intéressante. Mais en faisant ça, l'utopie va forcément emmener avec elle un geste religieux, qui est un geste de dire que cet idéal qu'on décrit littérairement, il peut devenir aussi un programme. C'est-à-dire que l'utopie peut aussi rapidement dire, non pas simplement critiquer le présent, mais dire ce que le présent devrait être. Et dire ce que le présent devrait être par rapport à un idéal, c'est-à-dire à quelque chose qui, par définition, ne peut pas être de ce monde. Et le geste, non pas qu'il faut faire, mais le geste impliqué logiquement par une pensée religieuse de la politique et une pensée de l'utopie classique. C'est le geste de la transgression, c'est-à-dire le fait de percer, de traverser les limites du présent pour aller vers un au-delà, un dehors, qui serait tout autre que le présent, vers cet idéal qu'on vise à travers le rêve utopique. Et c'est cette transgression qui va être le geste, encore une fois, impliqué par une pensée politique de ce type. Ce que je dis dans le texte, c'est que le geste de la transgression n'a plus de sens pratique dans une société comme la nôtre. Pour la raison que le pouvoir qui s'exerce dans une société de ce type n'est plus un pouvoir, pour l'essentiel, n'est plus un pouvoir classique, souverain, répressif, auquel on peut résister en se projetant vers un ailleurs. Et par exemple, ce qui va modéliser ça, si vous voulez, c'est que le pouvoir spatial du souverain, le modèle spatial du pouvoir souverain, c'est la forteresse. C'est ce qui va justement décrire, constituer, produire un dedans et un dehors le plus absolu possible, à l'intérieur duquel va s'exercer le pouvoir souverain, et un dehors qui va être soit d'un côté délaissé, mais aussi celui qu'on va pouvoir, vers lequel on va pouvoir vouloir percer la muraille pour aller. Et aujourd'hui, il n'y a plus de dehors, ce que vous dites. C'est-à-dire comme dans une société comme la nôtre qui fonctionne essentiellement à la gestion, cette gestion occupe le terrain. Elle est extensive, et vous savez très bien que malgré les différences culturelles, vous trouvez les mêmes processus gestionnaires de la vie quotidienne et de l'économie et du reste à peu près dans tous les pays du monde. Et c'est encore en extension. Donc vous ne pouvez pas viser un dehors qui serait en dehors de cette gestion. Quand vous visez un dehors, vous retombez dans un autre espace géré. Vous sortez d'un espace géré, vous retombez dans un autre espace géré, selon des processus à peu près équivalents, mais avec, disons, si vous voulez, des fonctions différentes. Mais les processus sont les mêmes. Donc le geste de la transgression n'a pas de sens, puisque de désir de la résistance, ça devient le pathos de la normalité. Le fait de traverser les seuils, les limites qui séparent ces différents lieux gérés, c'est précisément ce que tout le monde désire. Traverser les limites, passer les limites, avoir accès à, c'est le pathos même de la normalité, c'est ce que tout le monde veut, et la peur essentielle, c'est justement d'être exclu. Donc dans un espace de ce type, qu'est-ce qui se passe? La limite change de sens. Ce n'est pas la limite entre un dedans et un dehors.
toutes les limites que l'on traverse sans cesse, ce sont des seuils différentiels de gestion de l'espace. C'est ça que j'appelle des bulles. C'est-à-dire que les espaces, les différents espaces qui constituent notre quotidien sont gérés différentiellement par différents processus d'accessibilité. Vous avez accès à certains types d'espaces, chaque personne a accès à certains types d'espaces, mais pas à d'autres. Et cet accès, ça va être un calcul permanent entre le mobile que vous êtes, votre statut au sens large, et la fonction de tri, de sélection qu'un espace donné va opérer. Donc dans ce cadre-là, la transgression n'a pas de sens. Mais donc, je finis juste, oui. les résistances impliquées par un modèle de ce type, elles sont de deux types. Logiquement, et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que dans un espace de ce type, composé de différents seuils d'accessibilité qui n'ont pas de dehors, les résistances sont la résistance impliquée est de deux types. Il y a la sécession, c'est-à-dire le fait d'occuper les espaces interstitiels tendanciellement sans dimension, qui demeurent entre ces bulles, en créant des espaces qui échappent aux règles de la gestion, ou l'errance, c'est-à-dire la circulation existentielle ou matérielle entre ces différents espaces, en échappant sans cesse aux différentes procédures d'accessibilité, en refusant, volontairement ou pas d'ailleurs, les procédures d'accessibilité. Donc les résistances impliquées par le monde gestionnaire, à mon sens, c'est la sécession et l'errance. Et est-ce qu'avec la sécession et l'errance, on peut renverser ce monde gestionnaire, selon vous? Non, de ce point de vue-là, la finalité d'une résistance de ce type, ce ne peut pas être ça. À partir du moment où vous faites sécession pour créer un espace qui échappe à la gestion, vous n'avez pas, et vous ne pouvez pas avoir la prétention, ce n'est pas la visée, de résister vers l'autre monde. Donc on ne peut pas changer le monde tel qu'il est, en fait. La résistance va changer de nature, ce n'est pas la résistance vers de l'utopie classique religieuse, c'est la résistance à un pouvoir auquel on s'oppose, ici et maintenant, et par rapport auquel on va créer des conditions d'existence différentes, réelles et concrètes. Donc, je vais répondre à votre question, vous changez des choses, mais vous n'avez plus et vous ne pouvez plus avoir cette volonté religieuse et fantasmatique et fondamentalement eschatologique, messianique et tout ça, de changer le monde. La question que je poserais, c'est qui veut changer le monde? Quel est le personnage qui a ce désir étrange de changer le monde? Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est modifier vos conditions d'existence, et je ne dis pas forcément individuellement, ça peut être collectif, des conditions d'existence concrètes, précises, situables. Ça, vous pouvez le faire, et pour le coup, vous pouvez le faire tout de suite. Ce qui a l'avantage par rapport à l'utopie religieuse. Alors, Isabelle Frémaux, au vu de toutes les expériences que vous avez parcourues, vous avez accompagné des gens, par exemple, qui ont utilisé des coupes-boulons pour envahir la 3e piste de l'aéroport d'Heathrow pour protester, tout ça. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Olivier Razac et comment vous envisagez cette notion d'utopie? Moi, je pense qu'effectivement, l'idée de changer le monde, de vouloir prendre le pouvoir, c'est quelque chose qui a complètement montré ses limites. Et qu'il me semble que justement, nous en tout cas, ce qui nous a intéressés dans les projets qu'on a visités, ainsi que dans le projet qu'on est en train de monter, c'est justement de créer une multiplicité d'interstices et de les connecter. Et que du coup, la création ou juste l'investissement de ces interstices, elle peut se faire par contre de manière très très différente. Elle peut être permanente comme dans certains des projets qu'on a visités, dans celui qu'on est en train de créer, qui est une ferme autogérée où on essaye de réinventer des relations sociales différentes, une manière de vivre qui ait un impact écologique moins destructeur et qui se met en relation avec les paysans du coin, avec d'autres projets qui sont pas nécessairement similaires, mais qui ont la même idée, qui est changer les conditions de vie et les relations entre les gens. Maintenant, réinventer les relations sociales, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a perdu dans ce monde très, très, très individualiste et complètement géré, c'est qu'on ne sait plus vivre ensemble. Et donc, c'est des instants où on réapprend à vivre ensemble et à prendre des décisions collectives, mais ça peut aussi être des moments de désobéissance. Et je pense que la sécession, c'est aussi dans des moments de désobéissance où en fait on ouvre des espaces où on casse la gestion, ce qui me paraît moi assez différent de la transgression dont tu parlais. Et je pense que, il me semble en tout cas que ce qui a montré sa capacité de changement
des choses, pas du monde. Récemment, ça a été des actes de désobéissance qui ont pris des formes différentes. Donc moi, je suis assez d'accord avec cette vision-là. Je pense que ça a en plus une certaine base écologique. Nous, l'écologie nous intéresse. On est très intéressé par une façon de designer qui s'appelle la permaculture, dont je ne vais pas vous faire un résumé maintenant, mais qui est très très intéressé par les marges et qui dit en fait c'est toujours aux marges des systèmes qu'il y a le plus de biodiversité, qu'il y a le plus de créativité, qu'il y a le plus de résilience. C'est vraiment, c'est toujours à la lisière d'une forêt que vous aurez le plus de créativité. C'est sur les bords sur les lisières côtières. Enfin, c'est dans le milieu naturel, c'est très clair. Et je pense que socialement et politiquement, c'est aussi ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est aux marges des systèmes qu'on trouve ces interstices, qu'on peut réinventer les choses. Mais on ne cherche pas à changer le monde, à prendre le pouvoir. On voit bien que ça, justement, c'est des projections utopistes qui, à chaque fois, ont mené à la même tendance qui est au nom de cette perfection à venir et au nom de cette pureté à venir, toutes les atrocités sont légitimes maintenant. C'est exactement ce que fait la société capitaliste. Enfin, on n'arrête pas de nous promettre des lendemains meilleurs, il faut juste se serrer la ceinture en attendant. Vous allez voir, tout va aller mieux, on invente des nouvelles lois, c'est toujours demain, et en attendant, au nom de ça, des atrocités, des destructions souvent irrémédiables sont commises. Alors que quand on travaille vraiment au présent, et ça ne veut pas dire ne pas avoir de vision idéale, ça veut dire accepter l'imperfection de ce qu'on fait maintenant. Et je pense que c'est très très différent. Toutes les expériences qu'on voit dans votre film, enfin la majeure partie se passe en dehors des villes. Hein. Ah non, bon. Il me semblait que tout ça c'était lié pas mal que ce soit en Espagne, en Serbie, les usines ont l'air perdues au milieu de la nature, mais elles sont peut-être connectées à des villes en fait, je sais pas. Mais bon, dans les Cévennes, il y a pas mal de choses qui sont de l'ordre du retour à la terre. Et c'est un peu ce retour à la terre. Il y a eu un moment comme ça après 68, au début des années 70, enfin de retour à la terre. Est-ce que vous sentez vous inscrire dans quelque chose qui relève de cette histoire-là ou pas avec ces expériences? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Sur les 11 projets, il y en a de nombreux qui étaient en pleine ville. Les usines occupées en Serbie, c'est dans la deuxième ville industrielle de Serbie, c'est Zrenjanin, il y a 300 000 habitants, c'est vraiment... Pourtant, c'est des zones industrielles. Hein. Les zones industrielles sont rarement en plein centre-ville. Hein. Donc, Christiania, c'est en plein milieu de Copenhague. Can Masdeus, c'est au bord de Barcelone. Enfin, c'est vraiment des... Mais effectivement, nous, il nous semble que en cet instant, en ce moment de crise écologique vraiment profonde, retrouver une connexion au monde vivant nous paraît absolument essentiel. Après, le retour à la Terre, moi, ça me gêne un peu cette invocation de... Ça a été essayé dans les années 60. Enfin, il y a un petit peu un côté, ça a été essayé dans les années 70. On sait bien que ça n'a pas marché. Toutes ces communautés-là se sont cassées la gueule, donc ça ne marche pas. Il me semble que d'abord, il y a beaucoup, beaucoup de ces projets-là qui ont fonctionné et qui perdurent. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas perduré dans la forme qu'elles avaient prise quand ils ont commencé, mais qui ont été transformés dans d'autres projets fort intéressants. Et puis, il me semble que retrouver un rapport au monde vivant, plus que dire un retour à la Terre, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais retrouver un rapport au monde vivant, une capacité d'autonomie, oui, moi, ça me paraît absolument essentiel. Et dans ce sens, je pense qu'effectivement, il faut aussi repenser la ville. Et que là, il y a vraiment une question d'échelle, que le gigantisme urbain auquel on est habitué me paraît, moi, vraiment une limitation extrême pour réussir à trouver une durabilité écologique. Enfin, c'est juste très, très, très difficile d'avoir un impact écologique soutenable dans des gigantismes urbains tels qu'on les connaît. Enfin, c'est juste, ça n'a pas de sens, la façon dont les espaces sont organisés en ce moment. Donc, en ce sens, oui, moi, je crois à ce retour à la Terre-là.
la capacité de se nourrir et de vivre sans détruire les écosystèmes dans lesquels on vit, ça me paraît pas une très mauvaise idée. C'est ambivalent, parce que je pense que comment on peut prendre en compte le fait que toutes les villes souhaitent grossir, que lorsqu'une ville se rétracte, on l'appelle shrinking city, et que c'est une ville en déclin. Mais ça, c'est une vieille idéologie, hein, Gravier, le graviérisme, l'école de géographie française, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Gravier étant plutôt sensible à ces questions démographiques, parlait de zones de décadence pour les zones de la France qui se dépeuplaient. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les villes souhaitent être millionnaires, ou même bimillionnaires, comme Lyon-Saint-Étienne. Il y a quelque chose qui entre en contradiction donc, entre cette logique des élites, qui est de toujours plus, comme disait François de Colosset, voilà une bonne référence, et cette réalité, en effet. Et cette logique du toujours plus, je pense qu'elle est profondément ancrée dans nos esprits et qu'on y participe tous. Et là, je rejoins ce qu'Olivier disait tout à l'heure. Et quand les décroissants disent que pour décroître, il faut d'abord décroire, je pense que c'est très juste. Et en même temps, la phrase nous soumet tous dans notre quotidien à cet impératif. Et personnellement, je me sens assez incapable d'y répondre spontanément. Une société, c'est comme un pétrolier, ça met du temps pour tourner. Et je pense que, sauf événement marquant et conflit majeur, je vois mal cette évolution se généraliser. Parce que par ailleurs, et là c'est le deuxième volet de ce que je voulais dire, le rapport à la nature, finalement, il s'est réalisé à travers la périurbanisation. Cette génération qui souhaitait un retour à l'authenticité, aux choses vraies, à retaper des vieilles bicoques, ces pionniers qui se sont installés dans des régions un peu plus reculées de la Provence, par exemple, ils ont entraîné avec eux les classes moyennes dans les années 80, aidés par l'accession à la propriété. Et aujourd'hui, finalement, ce rapport renouvelé à l'authenticité à la nature, pour une partie de la population, il est en acte. Bon, après, il y a le passage de l'autoroute ou de la rocade de chemin de fer ou du TER pour arriver jusqu'au boulot, mais c'est une autre affaire. On l'oublie finalement. Donc, comment abandonner ce modèle pour un autre, sauf catastrophe écologique? Je me souviens d'un numéro d'Actuel en 72 qui disait, et ça rejoint en effet cette interpellation, les villes brûleront et vous les reconstruirez. Oui, les villes ont un peu brûlé. Il y a eu une évasion évidente de leurs élites, de cette génération-là, mais elles n'ont pas été reconstruites sur un autre modèle. L'utopie, alors aujourd'hui pour les villes, c'est quoi? C'est les villes durables, ce qu'on appelle les villes durables. Green is green, smart city. Oui, non, mais tout ça, ça marche très bien. Oui, mais tous ces slogans de durable, c'est antinomique, c'est un oxymore le développement durable. Comment voulez-vous développer durablement? C'est une contradiction dans les termes. Bref, et tous ces slogans qui ont fleuri après le Grenelle, qui a été un vrai succès, je dirais, populaire, un vrai succès médiatique. Il y a eu très peu de voix, finalement, qui se sont opposées aux slogans qui ont été lancés à l'époque. Mais dès lors qu'on les regarde avec un peu de recul, n'ont pas de sens. Dès lors que les ressources sont limitées, comment continuer à se développer? Mais par ailleurs, je me souviens d'un collègue urbaniste qui me racontait comment, dans son travail de conseil, il avait affaire aux petits maires ruraux et comment le petit maire lui disait « Bah oui, là je vais être obligé de construire une école parce que j'ai des habitants qui arrivent en plus et puis je souhaite construire un lotissement à cet endroit-là. » Et l'autre lui dit « Ah oui, mais alors si vous faites l'école, vous allez être obligé de faire la crèche aussi. » Moment de perplexité. Et l'urbaniste conseil lui dit « Bien, vous avez qu'à arrêter de grossir. » Et il m'a dit, c'est comme si j'avais dit à un petit enfant de 10 ans qu'il fallait arrêter de grandir. Donc je ne sais pas quels sont les... Alors ça, je pense que c'est de l'utopie, c'est de trouver un modèle généralisable à l'ensemble d'une population qui permette une sorte de stabilisation de son développement. Mais c'est pas du tout les... Par exemple, là, cet été, le 13 août, Libération a titré, ça m'a marqué au creux de l'été, juste avant le 15 août, sur « Et si on faisait autrement sans croissance ?» Et 3 jours après, 4 jours après, oh, on a 0,4%, on les attendait pas, c'est génial. Donc c'est pas fait. Donc c'est ce que... Oui, Isabelle. Je voulais juste rebondir par rapport à ce dont tu parlais, par rapport à la périurbanisation et à ces nombreuses personnes qui sont allées notamment en Provence dans les années 80. Moi, je pense que s'il y a eu ce mouvement-là, c'est aussi parce que, moi, c'est quelque chose, enfin, dans notre projet, c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup. C'était
par contre, on n'arrive pas à changer les choses pour le mieux. C'est pas, et vraiment, je suis attachée à cette notion de ne pas changer le monde, mais quand même d'essayer d'améliorer les conditions présentes pour ne pas étouffer. C'est parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'avaient qu'une velléité d'alternative. Et que je pense que pour pouvoir changer les choses, il ne faut pas oublier ce contre quoi on travaille également que ce pourquoi on travaille. Parce que, en fait, ce qui s'est beaucoup passé dans les années 70, c'est qu'il y avait ceux qui étaient pour, qui en gros se cassaient, montaient des communautés utopistes. C'était les poutres apparentes, mais sans le projet politique. Voilà. Et puis ceux qui étaient contre, qui eux se sont en général épuisés, qui se sont fait réprimer, qui se sont fait, dans certains cas, notamment aux États-Unis, assassiner, et qu'il n'y avait pas cette connexion-là, et que les utopistes ont été récupérés de manière flamboyante par le capitalisme. Silicon Valley, c'est le meilleur exemple de jeunes utopistes qui ont été complètement récupérés par... le slogan d'Apple, Think Different. Exactement. C'est vraiment, enfin pour moi, ça c'est vraiment le symbole de cette utopie qui ne sait pas, qui oublie contre quoi elle travaille. Et je pense que si on maintient ce oui et ce non en permanence, il y a moins le risque de se faire absorber ou d'oublier et du coup de construire sa jolie maison à la campagne. Et puis de retourner à Paris en avion toutes les semaines, ou d'oublier qu'il y a une autoroute à côté, ou je pense que l'utopie, c'est pas, l'utopie urbaine ou périurbaine, ça me paraît pas être des jolies maisons à la campagne. Pour répondre à ta question de manière plus concrète, l'utopie, c'est la ville moyenne, c'est Montluçon. C'est ça l'utopie, c'est une petite ville moyenne avec les services de la ville, les aménités, les proximités. Et un rapport à la nature assez immédiat. Une ville moyenne. Alors, j'attends le discours d'une collectivité territoriale qui dira, je ne sais pas, Montluçon, Moulins, comme exemple, même Limoges, Rochechouart. Et je pense que c'est une forme d'utopie si on considère le donné écologique et les avantages organisationnels qu'on pourrait tirer. Mais en même temps, ça nous ramène à la satire de Houellebecq, la carte et le territoire. Voilà, on aurait une France pour touristes qui aurait organisé de manière assez raisonnable son espace et qui se donnerait à contempler comme un modèle alternatif aux mégavilles américaines ou des pays émergents. Vous rappeliez tout à l'heure Jean-Louis Violot qui avait, on était dans une époque du chiffre, donc il y a des chiffres qui est un peu béate, un peu stupide, quoi. C'est un peu. Et si on était à 3, on ferait 1 500 000. Et alors ? Mais du coup, ça correspond à quoi ce million ? Où est-ce qu'ils sont Ça me fait penser au jeu à la télé. Le million, c'est à peu près du même registre. Tout à l'heure, on parlait de l'utopie aujourd'hui, c'est habiter les interstices, habiter des îlots comme ça, les relier. Olivier Razac, dans votre texte, vous parlez de ce que ça implique, c'est-à-dire à la fois une attitude statique et une attitude dynamique. Est-ce que vous pouvez un peu développer pour nous ? Non, je voudrais revenir à la notion d'utopie et à sa définition, parce que je pense qu'il faut essayer d'éviter de trop étendre les termes comme ça. C'est-à-dire l'utopie, à la base, c'est le non-lieu. Le non-lieu. C'est-à-dire le lieu qui n'existe pas, le lieu impossible, etc. Et comme je l'ai dit, à la base, ce non-lieu, il est pensé d'abord comme ce qui n'est pas dans le présent, mais qui est posé comme idéal, en gros, à atteindre, ou dans la dystopie, comme ce qui est à rejeter. Bon. Et ça, c'est une pensée de l'idéal, de l'absolu, religieuse. Dans le cadre des interstices, on est bien dans la bonne définition, c'est-à-dire que habiter, rendre habitable des lieux qui sont délaissés d'une manière ou d'une autre par la gestion, soit en capturant ce lieu, soit en l'habitant parce qu'il n'est pas géré, en l'occupant alors qu'il n'est pas géré, on est bien dans la notion d'utopie, c'est-à-dire que c'est des lieux qui échappent à la rationalité générale qui est la gestion. Donc c'est des non-lieux qu'on va transformer en lieux habitables, mais avec une rationalité propre, différente de la rationalité générale. Alors statique dynamique, c'est simplement qu'on peut imaginer 2 gestes qui peuvent se combiner. Un geste d'occupation de l'espace. Alors là, je dis l'espace matériel, mais ça peut être aussi au niveau de l'imaginaire, c'est-à-dire de création de zones qui n'obéissent pas aux règles de la gestion,
Et ça peut être plus dynamique, c'est-à-dire le fait de voyager entre les zones gérées en habitant le temps, quoi. Alors les formes typiques de ça, les formes, si vous voulez, pures, visibles, ça va être toutes les sécessions qui quand même, je pense, se multiplient aujourd'hui, c'est-à-dire les questions de zones autonomes, quelle que soit la manière dont ça se passe. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est dans le modèle proposé par Hakim Bey là, dans les années... Hakim Bey, c'est un... C'était en 90, c'est-à-dire les zones d'autonomie temporaire, quoi, parce que ça ressemble beaucoup à tout ça, ce que vous racontez. Oui, c'est-à-dire, encore une fois, ça ressemble bien sûr à ça, c'est-à-dire que ça me paraît tout simplement impliqué. C'est-à-dire que la résistance par rapport à ça, c'est justement de créer des zones, des espaces gérés autrement, si vous voulez, ou du moins occupés autrement, par rapport à la rationalité instrumentale, économique, générale, de gestion. Bon. Et ça peut être aussi plus dynamique, c'est-à-dire l'autre figure par rapport à cette sécession, ça va être en gros le migrant. Le migrant, c'est celui qui, souvent malgré lui, vit malgré tout dans les espaces interstitiels, dans un mouvement. Il est mis en mouvement dans les espaces interstitiels. C'est souvent malgré lui, certes, mais c'est une forme de résistance et une forme de vie qui échappe à la gestion. Pour le coup, parce qu'en l'occurrence, pour l'essentiel, il est persécuté ou il est mis en mouvement, justement. Bon. Mais ce que je voulais juste pointer, c'est que on voit bien que quand on a une idée totale de l'utopie, qui reste une forme religieuse, c'est-à-dire quand on est toujours dans cette idée quelle société préserverait la nature, toujours dans cette idée de globalité d'un modèle, comme tu disais, généralisable. On tombe systématiquement soit effectivement sur la version totalitaire, soit sur son pendant, ce qui est le pessimisme et l'anesthésie propre aux démocraties actuelles. Parce que précisément, ce n'est pas à notre échelle, dans les formes de gouvernement actuelles. Et ça ne peut pas l'être, et je pense qu'il ne faut pas le désirer. Parce que tu disais ne plus désirer conquérir le pouvoir. Ce qui est possible, par contre, c'est évidemment ces deux gestes qui peuvent prendre toutes les formes que vous pouvez imaginer, de sécession et d'errance. Ce que je voulais pointer, c'est que je voudrais inverser le signe encore, aller un peu plus loin, et inverser le signe ou la polarité même de la résistance. Même dans ce cas-là, de la sécession ou l'errance, quand on considère que c'est des gestes choisis, on a un geste qui a une tendance héroïque, et qui lui aussi pourrait avoir une tendance religieuse qui consisterait à dire le modèle généralisable. Si on connectait tous ces espaces interstitiels qui grandiraient au fur et à mesure, etc., ça serait la société future. Ça aussi, il faut le conjurer. Il faut le conjurer si on veut éviter les pièges de la pensée religieuse politique, c'est-à-dire totalitarisme ou impuissance. Et pour les conjurer, je pense qu'il faut concevoir qu'en fait, dans une société de la gestion, la résistance est quelque part la chose la plus naturelle qui soit. Dans une société de la gestion, la résistance, ce n'est pas cet effort qu'on doit faire pour s'extirper d'un pouvoir. C'est au contraire ce qui arrive, ce qui se produit malgré nous tous les jours et qui fait que nous ne sommes pas jamais parfaitement adaptés aux procédures et aux normes de la gestion. La résistance est comme une résistance électrique. Nous sommes résistants parce que nous n'arrivons pas, malgré nos efforts, à être parfaitement normaux et à être parfaitement intégrés. Et la question de la résistance, ce n'est pas « est-ce que je dois résister ?» C'est « qu'est-ce que je fais de la résistance en moi qui se passe malgré tout ?» Ça veut dire, je ne cesse pas de me désajuster par rapport à ce qu'il faut faire pour appartenir à ces espaces gérés, et jusqu'à quel point je veux rester normal, jusqu'à quel point je veux faire l'effort de me normaliser et de lutter contre ma résistance, en fait, de lutter contre mon désajustement permanent. Et à ce moment-là, on est dans on diffracte l'utopie et la résistance d'une manière très intéressante, parce que ça devient non pas un geste héroïque qui nous condamne à l'impuissance, mais finalement le truc qui se passe tout le temps. Et qu'on peut connecter, pour le coup, les connexions entre les zones de sécession, entre l'errance, mais entre aussi toutes ces petites résistances qui nous agitent, c'est-à-dire notre inadaptation incorrigible. C'est là où on a un espace politique qui finalement se recrée, un espace ici et maintenant. Pas quelque chose qu'il faudrait désirer, mais qu'est-ce qu'on fait de la résistance qui ne cesse pas d'arriver au jour le jour. C'est Bourdieu qui disait à la fin de sa vie qu'il avait toujours été surpris que les gens s'arrêtent au feu rouge. C'est vrai. Même la nuit, s'arrête au feu rouge. Il n'y a pas un flic derrière chaque feu rouge. Ça commence, hein, maintenant il y a des mouchards électroniques au feu rouge. Il y a des caméras. Olivier Razac, vous parlez d'anesthésie démocratique, politique démocratique contemporaine, pourtant, et d'une rationalité de gestion qui a un peu le pouvoir un peu de partout. Pourtant, on est dans un moment de crise où on voit que ça bouge un peu de partout, en Grèce, en Espagne, en Angleterre,
en France, tout ça. Est-ce que pour vous, tous ces mouvements, ça relève d'une anesthésie démocratique politique, d'une anesthésie politique démocratique? Non, mais qu'il y ait des mouvements de ce type. Après, la question de ces mouvements... C'est d'ampleur en ce moment. C'est plutôt d'ampleur, non? Oui, mais... Enfin, je veux pas du tout... ces mouvements sont... justement, ces mouvements sont extrêmement enthousiasmants en eux-mêmes. Ce qui est intéressant avec des formes de résistance de ce type, si on quitte la pensée religieuse politique qui nous habite complètement, tous nos concepts politiques sont théologico-politiques. Le contrat social, le souverain, même le citoyen, la question, la justice, l'injustice, la liberté, l'asservissement, tous ces concepts binaires, et le binaire étant le signe même de la religion, le sacré et le profane, tous ces concepts sont théologico-politiques, il va falloir s'en déprendre, si on veut penser autrement, justement. Donc, ces résistances sont enthousiasmantes en elles-mêmes, non pas parce qu'elles vont changer la société, parce que j'en doute très fortement, et c'est pas du pessimisme, c'est pas pas grave. C'est ça qu'il faudrait. C'est pas grave si les anarchistes en Grèce ou les mouvements même populaires, les grandes manifestations, etc., n'ont pas changé la société grecque. C'est pas si grave que ça, parce qu'il faudrait voir tout ce que ça a pu créer. Ça a nourri justement des lieux autogérés grecs qui étaient déjà présents, mais qui ont été finalement dynamisés par ça. À Barcelone, je pense que l'autogestion à Barcelone s'est jamais aussi bien portée. Enfin, sous ton contrôle. Donc, c'est enthousiasmant quelque part, enthousiasmant tranquille. Mais c'est bien. Enfin, voilà. Enfin, après, je ne vais pas être béat non plus. Hein. Vous voyez, oui, c'est triste tout ça. Il y a des destructions. Voilà, il ne s'agit pas d'être béat, mais il s'agit de ne pas être dans la lamentation. La lamentation étant le signe même du désir puriste de l'idéal. Les justes qui désirent l'idéal pur, c'est des gens qui, à mon avis, leur désir secret, c'est de jouir de la lamentation infinie. Jean-Louis Violo, est-ce qu'on peut compter sur les architectes et les urbanistes aujourd'hui pour soutenir cette forme de résistance donc non religieuse et plutôt persévérante? L'intérêt des architectes, c'est qu'ils ont toujours un petit côté futuriste raté. Donc ils sont à la fois annonciateurs et défaitistes face à ces logiques qui les dominent. Donc on voit des choses... L'agence de Nicolas Michelin vient de livrer un écoquartier qui s'appelle l'écoquartier du Fond du Pré. Alors ça c'est marketing. Et éco-quartier. Éco. À côté, là, à Nice, il y a l'ex-ministre Christian Estrosi qui a fait signer une opération d'intérêt national sur la plaine du Var, plaine nourricière de Nice, fertile, avec une urbanisation mais galopante. Mais tout est éco. Tout est éco-déplacement, éco-mobilité, éco-quartier, Jean-Paul Viquier, un des plus gros architectes français qui travaille énormément avec les promoteurs, qui avait fait le pavillon de la France à Séville il y a 20 ans maintenant, en 92, et puis qui ensuite a vu son agence considérablement se développer, vient de signer un éco-quartier, après avoir bâti beaucoup de choses pas très éco, avec du bois scié dans une forêt renouvelée de manière équitable, etc. Donc, si tu veux, dans une certaine mesure, la question du futur et du durable a été prise en compte à sa manière par les architectes et les urbanistes. Et leur talon d'Achille, mais qui est aussi, je dirais, le talon d'Achille dans une certaine mesure des artistes, mais même si les artistes n'ont pas de salariés, ou quand ils en ont, justement, ils se rapprochent vraiment des architectes, c'est leur soumission à l'ordre de la commande. Je pense que chaque architecte pris en lui-même, entraîné à réfléchir au projet et entraîné à imaginer d'autres futurs est un homme passionnant, j'ai rarement rencontré des architectes qui étaient des mauvaises personnes. Ils veulent plutôt le bien de l'humanité, même si Youp voudrait nous entraîner dans ces dérives totalitaires. Les architectes ne veulent pas le mal de l'humanité. Mais il y a des choses qui sont contre-productives, comme on dit. Oui, je pense que c'est l'organisation de la commande, la production du cadre bâti, pour employer des termes un peu lourds, qui les enchaîne à cette forme d'exercice. En revanche, ce qui est une mine pour l'utopie, c'est les projets de papier. C'est justement les moments de crise où ces projets-là se font les plus nombreux. Et on en a vu, alors c'est marrant, à chaque crise immobilière, en fait, on voit une sorte d'efflorescence des projets de papier. Au début des années 90, il y a eu, jusqu'en 96-97, énormément de projets utopiques qui ont coïncidé avec l'arrivée du numérique.
Et il y a eu énormément de tentatives intéressantes et de caractère utopique récupérées par les institutions plus ou moins liées au monde de l'art, justement, je pense au Frac Centre, aux rencontres d'Archilab. Mais les choses se sont assez vite éteintes durant les années 2000, qui ont été des années de frénésie immobilière. Hein, on sait combien les prix de l'immobilier ont doublé, sinon quadruplé à Paris, par exemple. Bon. Donc là, les projets de papier, c'était fini. Et aujourd'hui, on peut y voir à nouveau énormément de projets, mais qui recoupent beaucoup les expériences, qui s'inspirent et qui recoupent les expériences que tu peux évoquer dans tes films. Et je vois notamment chez les étudiants qui sont justement dans la phase du projet et qui n'ont pas les impératifs de la gestion d'une agence et de réponse donc à des commandes, une vraie volonté, une vraie bonne volonté, mais qui parfois dépasse même, je dirais, l'enthousiasme des professeurs. Je suis assez surpris de voir aussi une prise en compte. Alors peut-être que c'est un tropisme, peut-être que ces étudiants-là sont venus particulièrement dans ce studio-là, mais de se mettre au service d'eux, ce qui est assez rare et ce qui est assez caractéristique aussi des moments de crise chez les architectes. Et notamment, par exemple cette année, sur 10 projets de diplôme, là où j'étais, il y a eu 3 projets de diplôme sur les Roms et les SDF. Autoconstruction, l'architecte comme un homme de service, mettant son savoir, je dirais, au service des populations les plus défavorisées. Bon, c'est assez... oui, il y a des raisons d'espérer. C'est des utopies bottom-up, comme on dit, pas top-down, Oui, c'est ça? parce que l'autoconstruction, c'est un long sillon de l'histoire de l'architecture et je trouve que ces dernières années, il a été particulièrement revitalisé. Et par les plus jeunes qui arrivent justement et qui sortent de leurs études. Mais alors avec cette ambiguïté, c'est-à-dire que depuis 10 ans aussi, il y a eu une vraie reconnaissance institutionnelle de tous ces architectes, Karine Smuts, Rural Studio, Elemental, Coloco, enfin je ne vais pas tous les citer, ça ne dit pas forcément grand-chose aux gens. Patrick Bouchin, qui a travaillé ici, ils ont tous été récompensés par les institutions culturelles. Ils ont tous été awardisés, ils ont tous été grand prix de quelque chose ou exposés dans les grands lieux. Donc il y a une sorte d'ambiguïté, c'est-à-dire que d'un côté on a un système qui dans sa production de mètres carrés est très efficace et très classique, et puis de l'autre, dans sa frange culturelle, récompense, ces dernières années en tout cas, beaucoup plus volontiers ces tentatives d'autoconstruction et d'expérimentation. Et avec ce paradoxe aussi qui fait que tous ces bâtiments se reconnaissent. C'est quand même stupéfiant que tous les architectes qui ont travaillé sur l'autoconstruction, sur la mise au service de l'usager, les projets qui en sortent, eh bien on est sûr que c'est lui qui l'a fait. Et un projet de Bouchin, je suis capable de le reconnaître parmi 10 projets. Et pourtant, il dit qu'il ne fait rien. Il dit qu'il ne fait qu'animer la réunion. Et il doit bien se passer quelque chose dans l'interface. Voilà. En fait, dans le texte, il y a une utopie, une architecture utopique que vous signalez, qui est la ville sensuelle, dont vous avez... Ah oui, ça c'est un autre truc. Ça vient de sortir Non, mais ils ont beaucoup d'idées, les architectes, et il faut qu'ils s'individualisent dans un marché des concepteurs. Et donc Jacques Ferrier a en effet ces dernières années développé cette idée, et ça m'a semblé intéressant parce que lui, c'est pas un 68 art. Bon, on sait que le monde de l'architecture en France est encore aujourd'hui très dominé par cette génération, comme dans de nombreux autres univers. Si on regarde les 10 équipes sur le Grand Paris, sur les 6 concepteurs français, il y en avait 5 qui étaient des héros OS et AUTS de 68. Nouvelle, Castro, Grimbach, on va tous les réciter. Ils étaient tous là. Et donc Ferrier, lui, il est un peu plus jeune, donc il est arrivé après. Donc il n'avait pas finalement cette utopie du tout est politique par laquelle s'est affirmée cette génération précédente. Et il a voulu s'affirmer par l'essence. Et j'ai trouvé que c'était assez malin, mais c'est un architecte assez malin, Jacques Ferrier, parce que c'est une forme de rupture avec la vue. Parce que les architectes, souvent, ils n'ont réfléchi qu'avec la vision, justement une sorte de vision utopique surplombante, la vision de l'urbaniste, la vision en plan, et lui, justement, souhaite réincorporer, Louis Lodorat, le toucher, à la perception de nos villes. Et je pense que c'est aussi une forme de rupture par rapport à la vision utopique traditionnelle qu'ont développée jusqu'ici les architectes. Alors, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé...
pour retourner dans les interstices, les îlots, tout ça, c'est la façon dont, par exemple, les expériences qui se trouvent dans votre film, Isabelle, négocie avec l'extérieur. Tout à l'heure, Olivier parlait de cette notion d'intérieur, d'extérieur, dit le dehors n'existe plus. On a l'impression quand même, quand on voit votre film, sur des expériences comme Longomaille, par exemple, que la question de l'extérieur est une vraie question. Comment on fait avec cette ville qui est à proximité et qui grandit de plus en plus? Est-ce qu'on va mettre des miradors aux quatre coins de Longomaille et filtrer les entrées, ou est-ce qu'on va se faire avaler? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la façon dont les projets dans lesquels que vous êtes allé explorer, est-ce qu'ils se sentent un intérieur face à un extérieur? Comment se passent les relations? Non, je ne pense pas que ce soit jamais vécu comme intérieur-extérieur. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus vécu comme une sécession, une façon d'organiser les relations sociales différemment. Et tous les projets qu'on a visités, sans exception, étaient tous, de manière très différente, très très impliqués dans leur territoire et dans leur localité. Il n'y a aucun des projets qu'on est allé visiter, et du coup très très peu de projets, parce que nous on en a choisi 11, mais sur une myriade absolue. Enfin, en Europe, nous, quand on a commencé à faire les recherches, on pensait trouver quelques centaines de projets. Il y en a littéralement des dizaines de milliers. Enfin, il y a quand même vraiment un phénomène d'inaudibilité, d'invisibilité des alternatives. Il ne faut pas se leurrer, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je connais très, très peu de projets qui se vivent comme des bulles retirées du monde. C'est jamais l'idée. L'idée, c'est jamais d'aller construire son petit paradis à l'extérieur. C'est d'essayer de trouver un groupe de personnes avec lesquelles on essaye de réinventer des manières de faire différentes, mais toujours dans la connexion avec un territoire. Donc ça se fait alors dans certains cas, des membres du collectif qui sont membres du conseil municipal, c'est le cas de Longomaille. C'est aussi en envoyant ses enfants à l'école, c'est en créant une monnaie locale pour la région. Il y a vraiment, je pourrais multiplier les exemples comme ça. Donc je pense que c'est vraiment très important, et ça, je pense que ça rejoint cette binarité dont on n'arrive pas à se débarrasser. Donc si on imagine quelque chose de différent, c'est forcément intérieur-extérieur. On n'arrive pas à penser autrement que noir, blanc, intérieur, extérieur. Et du coup, on n'arrive pas à penser de manière vraiment diverse. Donc à chaque fois, on cherche le modèle. Est-ce que Montluçon, c'est le modèle? Non, évidemment, Montluçon, c'est pas le modèle. C'est Limoges non plus. Et Longomaille, c'est pas le modèle non plus. Et il faut vraiment réussir finalement à retrouver ce que moi je pense être une pensée écologique. Et la pensée écologique, elle est fondamentalement diverse. La biodiversité, c'est ça qui rend un écosystème capable de vivre longtemps de manière pérenne. Et c'est pas ce choix permanent entre deux possibilités. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important. Et du coup, quand on parlait plutôt des mouvements, est-ce que les mouvements qu'on voit en Europe, à chaque fois, alors le potentiel, c'est quoi? Est-ce qu'ils vont changer la société? Est-ce que alors moi, j'ai juste... Mais oui, voilà. À chaque fois qu'il y a un mouvement, c'est alors ils n'ont pas réussi à tout changer, donc ça sert à rien. Franchement, autant rester chez soi parce qu'on voit bien, ils n'ont pas réussi. Donc, et alors du coup, moi, j'ai juste un tout petit désaccord avec Olivier. Moi, je pense que c'est grave parce que je pense qu'il y a vraiment urgence. Les conditions écologiques sont telles que c'est grave dans le sens où il y a quelque chose de sérieux, mais ça ne veut pas dire que c'est inutile, futile, qu'il ne faut pas essayer ou que ça n'a pas de valeur et que ça délégitime ces mouvements-là. Parce qu'effectivement, ce qui sort de mouvements qui n'ont pas réussi à prendre le pouvoir ou à changer la société, c'est énormément de choses qui changent, à mon avis, la société de manière très très profonde. Et effectivement, à chaque fois, le risque, c'est
qu'il y a un mouvement de récupération. Parce que c'est quand même pas, à mon avis, c'est pas une coïncidence que de plus en plus dans le monde de l'architecture, ce qui intéresse, c'est l'autoconstruction, c'est la construction écologique, c'est... Alors effectivement, il y a un phénomène de mode, effectivement, il y a aussi un phénomène de commande. Pour avoir des sous, c'est quand même en ce moment, c'est quand même mieux de proposer un truc en bois écolo qu'un truc tout en béton. Attention, le béton est écologique, il ne faut pas dire ça. Oui, le béton est écologique. C'est un matériau de proximité, non délocalisable. Mais en tout cas, moi je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Je pense qu'il y a aussi un véritable intérêt, un véritable phénomène qui fait qu'il y a aussi un vrai désir de retrouver, d'avoir un intérêt de faire les choses soi-même, de reconnexion avec les gens. Ce souci-là, ça rejoint, c'est un souci général d'authenticité qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur ces expériences pionnières de l'après 68. De toute façon, on n'est pas tout à fait sorti de ces années-là. Hein. Et pour aller dans ton sens, quand tu dis qu'il y a beaucoup d'expériences, moi ce qui m'a frappé, et je vais apparaître comme un turiféraire, mais en fait j'en suis pas parce que j'éprouve une sorte de fascination coupable pour ce petit journal, parce que je me sens bien incapable d'en faire autant, c'est la décroissance. Le périodique, il est tiré à 62 000 exemplaires tous les mois. Quand on sait que l'IB, ils arrivent à peine à 120 000, ça laisse rêveur, 62 000 exemplaires. Il y a des acheteurs parce qu'il n'y a pas de pub. Oui, c'est pas marginal finalement. Non, c'est pas marginal. Enfin, je pense qu'il y a même un moment donné, on va arriver à un point où on va se rendre compte que c'est l'idéologie du toujours plus, du quantifiable. C'est ça qui est. Le problème, c'est qu'ils se sont fâchés entre eux. Et ces derniers mois, j'ai lu dans les numéros qu'il y avait des scissions au sein de la rédaction. Et c'est le problème de tous les groupes de... Olivier, vous voulez intervenir sur ce qui vient d'être dit? Non, pas directement sur ce qui vient d'être dit. C'est sur la discussion aussi. Je voudrais juste recaler. Alors, ça peut-être paraître... c'est normal, on parle beaucoup de l'espace et de l'organisation de l'espace, puisque c'est le lieu. Je ne sais plus quel philosophe a dit qu'on était passé d'une société de l'histoire à une société de l'espace. Je ne sais plus non plus. Ça aurait pu être Foucault, mais ça aurait pu être Foucault, ça mais bon. Ça doit être ça. Mais... non, ce que je voulais pointer par rapport justement à l'action des lieux, de l'intérieur, de l'extérieur, etc., il faut être un peu plus... subtil. Il faut voir les choses un peu différemment. Et ce qui va marquer un espace de gestion, mais quand je dis un espace, c'est pas forcément un espace matériel, hein, on n'est pas forcément dans le bâti, etc. Et pour le coup, un espace où il y a une organisation sociale. Je voudrais repolitiser un tout petit peu le débat. Ce qui va être essentiel, ce qui marque un espace de gestion avec des relations sociales gestionnaires, c'est la division hiérarchique du travail. Ça, c'est le critère même à travers laquelle vous allez reconnaître un univers gestionnaire. Et donc le dehors, enfin je veux dire la sécession à un moment donné, c'est pas forcément non plus une sécession spatiale extrêmement macroscopique où vous allez en un lieu, un champ, etc. C'est le moment, voilà, il faut diffracter tout ça, c'est le moment où vous allez faire une organisation sociale où il n'y a pas de division hiérarchique du travail. Où il peut y avoir une division du travail, au contraire, c'est même d'ailleurs absolument nécessaire. Ça, tu pourras en reparler d'ailleurs. Il y a une division du travail, mais elle n'est pas hiérarchique. Et ça, c'est le point de bascule. C'est le point de bascule où vous allez changer de type d'espace dans le sens d'un espace habité, dans le sens de type de relation sociale et dans le sens de type de relation politique. Donc, l'architecture, etc., c'est... Voilà. Mais ce qui va être vraiment décisif, ce n'est pas comment l'espace est construit. C'est quel type de relation sociale existe entre les individus et en particulier au niveau de tout ce qui est de la production, de ce qui est nécessaire pour notre vie. Si la production est organisée de manière hiérarchique, comme c'est le cas partout, et vous êtes dans le type d'espace justement contre lesquels ce type de sécession veulent lutter, donc c'est très concret. C'est refuser à un moment donné d'être dans des types de relations de division hiérarchique du travail et produire d'autres types de relations. C'est extrêmement concret, ce qui veut dire que ça peut se faire par sécession, pas facilement mais directement. Et ensuite la question ça va être comment chaque personne dans son lieu de production, quel qu'il soit, ça c'est un lieu de conception, c'est de la production aussi, hein, enfin, voilà, dans son lieu de travail, avec dans son rapport hiérarchique, en haut, en bas, à l'intermédiaire ou tout ce que vous voulez, quel rapport il établit avec l'autorité et la hiérarchie. C'est ça la question, à mon avis, centrale, et je la mettrais bien avant la question de l'espace, en fait. Je voudrais juste, voilà, je voulais remettre aussi là-dessus, même si c'est pas sans lien. Hein. Non, mais dans une certaine mesure, les Français t'ont écouté en se repliant vers la famille tant qu'elle tient, parce qu'on sait qu'il y a aussi 2 couples sur 3 qui divorcent dans les 5 premières années de mariage en Île-de-France, mais la famille telle qu'elle est présentée médiatiquement, elle répond. C'est pas une unité de production.
dans un système capitaliste où le principal facteur de production, c'est la consommation intérieure. Enfin, mais bon. Ça peut être et c'est tout à fait une image de nos sociétés postmodernes, hein, de repli individualiste vers les valeurs familiales. Isabelle ? Ça supposerait une famille non hiérarchique. Oui, déjà, c'est ce que j'allais dire, ça supposerait une famille non hiérarchique, puis ça supposerait surtout une famille qui ne fait rien d'autre que ça, être une famille. Alors que la majorité des familles, quand même, ils vont bosser, et puis elles sont prises dans des rapports, hiérarchiques. Du quotidien, oui, oui. Donc, je pense qu'effectivement, il y a, mais que généralement, les valeurs familiales, enfin, en tout cas telles qu'elles nous sont vendues, c'est pas du tout des valeurs non hiérarchiques. C'est au contraire. Enfin, c'est l'essence même de ces valeurs-là qui sont dans les hiérarchies. Sans autorité, papa répare la voiture, maman fait la cuisine. Ah oui, alors j'ai pas du tout cette interprétation-là. Je pense que justement, il y a vraiment une hiérarchie fondamentale. Si, je sais réparer les voitures. Mais je pense que justement, ça se joue pas là. Et qu'il me semble que le truc, c'est qu'en plus, il y a une hiérarchie dans les valeurs. C'est que dans les valeurs familiales telles qu'elles nous sont présentées, il y a les bonnes valeurs et les mauvaises valeurs. Enfin, la hiérarchie revient et que la famille est un lieu et pas vraiment un lieu de production, enfin un lieu de travail. C'est difficile, je pense, de... Mais sinon, Isabelle, donc ce rapport à l'autorité que relevait Olivier, dans les expériences que vous avez visitées sur les sentiers de l'utopie, quelles sont les choses intéressantes que vous avez pu repérer? Enfin, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces questions du rapport à l'autorité? Nous, tous les projets qu'on a visités, on les avait sélectionnés pour. Ce n'était que des projets qui rejetaient ces relations hiérarchiques et d'autorité. Donc, alors, si je peux citer un exemple, je pense que celui qui était probablement le plus transformateur pour nous personnellement, c'était la visite d'une école anarchiste en Espagne, qui existe depuis 1978, où il y a une soixantaine d'enfants qui vraiment co-gèrent l'école avec les adultes de manière totalement horizontale, où la responsabilité des adultes envers les enfants sur certains aspects n'est absolument pas niée, qu'il y a quand même la responsabilité qui est indue dans l'expérience, l'âge, quelquefois la force physique, mais qu'il n'y a aucun rapport de hiérarchie entre les enfants et les adultes, et entre les adultes entre eux, et entre les enfants entre eux. Donc l'école fonctionne pour que justement ils soient éduqués à apprendre à vivre ensemble de manière totalement horizontale. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. On a aussi visité des usines occupées en Serbie. Alors la situation était très très compliquée parce que c'était le moment où la Serbie était en proie à une décision du FMI qui leur imposait de privatiser tout le parc des services publics, ce qui voulait dire en Serbie à l'époque tout. Donc il fallait privatiser le pays en moins de 7 ans, ce qui a ouvert des espaces de fraude et de... très très nombreux. Et en fait, nous, on a visité trois usines, dont une usine pharmaceutique qui avait été rachetée et mise en faillite de manière frauduleuse par quelqu'un, et reprise, alors à la suite d'une longue lutte très très dure qui a duré plus de 4 ans, qui avait été reprise par les ouvriers, qui s'étaient mis en autogestion et qui du coup s'étaient remis à faire fonctionner l'usine, une usine de produits pharmaceutiques en plus. C'était souvent, on a l'idée que ça c'est possible uniquement quand ce qu'on produit c'est des pommes de terre, parce que dès que c'est un peu sophistiqué, l'autogestion c'est pas possible. Là c'était des produits pharmaceutiques, donc c'est difficilement plus sophistiqué. Et c'était totalement... l'autogestion avait été remise sur le... Ils avaient repris l'usine de manière autogérée en essayant vraiment de rejeter cette hiérarchie. Et il est évident que ça ne va pas de soi, il est évident que ça ne va pas sans conflit, que c'est pas quelque chose que... Voilà, on décide de ne plus avoir de hiérarchie et...
badaboum, c'est super, tout se passe bien. Non, c'est compliqué parce qu'il y a des réflexes, parce que dans bien des cas, finalement, la hiérarchie, c'est très confortable. Quelquefois, je pense qu'on a tous et toutes été dans des situations où finalement, c'est très confortable de juste d'attendre qu'on nous dise de faire un truc et de n'avoir pas de responsabilité à prendre. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ce qui, moi, me paraît fondamental dans l'enseignement que j'ai tiré de ce périple, c'est que ces relations-là, elles existent. Dans certains cas, elles existent depuis longtemps. Christiania, Longomai, c'est des expériences qui existent depuis plus de 40 ans. Et que c'est possible dans des configurations très, très différentes. Enfin, dans des configurations de production industrielle, de production agricole, dans le milieu éducatif, dans le milieu familial. Donc, je pense que ça, il me semble un très bon signe. Pour finir, on en arriverait à dire que le problème de l'utopie, c'est le chef. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est le chef, mais en même temps, en sachant que le charisme, c'est une donnée analysée depuis très longtemps. L'autorité charismatique, elle est presque aussi vieille que les organisations sociales, d'une part. Et d'autre part, le problème, c'est le chef, et c'est le chef de l'utopie. Enfin, Cabet, Fourier, Saint-Simon, Marx, Engels. Le problème, ça a souvent été le chef, quand même, dans l'histoire de l'utopie. L'autorité. Ah, ça, je suis bien d'accord. C'est que généralement... Alors après, moi, j'ai toujours un peu une hésitation quand on essaye de trouver le problème de manière unique. Et généralement, c'est plus compliqué que ça. Oui, parce que le chef, après, il a plein de défauts qui ne sont pas forcément les mêmes d'un acteur à l'autre. Ouais, je suis d'accord que le problème, c'est le chef. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y a le charisme qui, naturellement... tend à l'émergence de l'autorité, c'est quelque chose qui est aussi vieux que l'organisation sociale. Non, il y a beaucoup de documentation de beaucoup de sociétés qui ont fonctionné sans chef pendant très longtemps. Il y a eu des sociétés matriarcales sans autorité. Et le problème, c'est pas le chef, c'est ceux qui acceptent de lui obéir. C'est justement le problème, c'est cette manière dont ça nous implique dans le fait qu'à un moment donné, on refuse de prendre la responsabilité du pouvoir et qu'on se livre parce que c'est plus facile d'accepter des ordres que, comme disait Aristote sur la vertu du citoyen, c'est de pouvoir commander et être commandé, quoi. Et d'avoir les deux, et de pouvoir faire les deux. Et c'est très difficile. Voilà. Donc on préfère en général mais commander à des égaux. Hein. Et d'ailleurs, pour le charisme, il faut toujours se méfier de ces explications naturalisantes ahistoriques, c'est-à-dire qu'il y aurait eu toujours un charisme qui s'impose au final. Le chef, alors chez Clastres, le chef de la tribu indienne qu'il décrit et qui est donc une tribu sans hiérarchie, le chef est caractérisé par son charisme, précisément, par sa capacité d'animer le groupe. C'est son charisme qui va faire qu'à un moment donné, on va le désigner comme chef, mais ça ne suppose et ça n'implique absolument pas une différence hiérarchique. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, il ne peut donner un ordre. Son charisme, ouais, ok, super, tu as un bon charisme, tu as de l'énergie, ça nous intéresse ce que tu nous dis, ben vas-y, dis-nous, tiens, comment on organise la chasse. Et alors, mais après, tu nous donnes pas d'ordre, par contre, parce que tu es charismatique, que tu vas me donner un ordre. Donc, le charisme, je vois pas de lien comme ça logique entre le charisme comme sorte de tendance nécessaire qui va faire s'effondrer dans le totalitarisme tout désir utopique, quoi. Je pense qu'il faut faire... Bien, je crois qu'on arrive au terme de cette discussion. Pour terminer, peut-être nous dire ce sur quoi vous travaillez, chacun, en ce moment ou dans les mois qui viennent. Isabelle, je crois que c'est du côté de la Bretagne. Eh bien, moi, je travaille à essayer de lancer un lieu justement où on essaye de réinventer les relations sociales et être autonome. Donc, très pragmatiquement, on lance un projet de maraîchage et on apprend à faire de la maçonnerie, de la charpente. Donc voilà, et à lancer un lieu où le laboratoire d'imagination insurrectionnelle qui existe depuis 10 ans. En fait, j'ai pas quitté l'université pour le fonder, mais le poser de manière permanente dans cette ferme à la Ronce où on organise des espaces et des formations où se rencontrent artistes et activistes pour trouver des formes créatives de désobéissance civile. Olivier ? Bon, d'une manière générale, je crois que j'essaye de mieux comprendre ce que ça signifie que la philosophie. Je crois que c'est extrêmement difficile. Et ce sur quoi j'essaie de travailler de manière générale, c'est de recomprendre et de pratiquer la philosophie comme activité critique anti-autoritaire concrète.
Donc au niveau pénal, pénitentiaire, ce que j'essaie de faire, c'est de déconstruire les rationalités pénales qui façonnent les formes actuelles d'application des peines, de telle manière que ça permet de montrer la forme d'autoritarisme, le nouvel autoritaire pénal qui se crée à partir du moment où, dans une société postmoderne comme la nôtre, le pénal, comme d'autres formes d'exercice du pouvoir, le pénal peut se légitimer de rationalités totalement hétérogènes. La punition, la sécurité publique, le traitement, le soin, la réhabilitation, la réinsertion, etc. Et toutes ces rationalités qui vont dans des sens différents, qui peuvent s'affronter, en fait, permettent de légitimer par tous les sens le système. Ce qui permet d'une part de rendre un système inattaquable, puisqu'il peut se légitimer avec toutes les cartes qu'il a en main, ce qui permet de capter des voix, typiquement dans un système démocratique, puisque vous pouvez donner à manger à tout le monde, et ce qui permet aussi, et ce qui par contre a pour effet, de produire un arbitraire total, c'est un pouvoir qui s'exerce et qui ne peut pas donner sa raison, puisqu'il les a toutes. Donc, c'est un travail concret de critique de déconstruction des rationalités pénales qui est dans une perspective anti-autoritaire, c'est-à-dire de déconstruire le principe d'autorité qu'il y a derrière le pénal. Et par ailleurs, j'essaye en tâche de fond de réfléchir à une notion d'athéisme radical, ce qui peut paraître... Pourquoi redoubler athéisme par radical? Parce que manifestement, justement, dans la perpétuation des formes de la pensée religieuse, qui sont les nôtres encore, comme disait Sade, il y a encore un effort pour être athée, quoi. Thomas More était au Vatican et sur la place rouge, c'est vrai. J'ai un peu vu François Hollande derrière ton portrait. Moi, cette saison, je prépare la rentrée scolaire et j'aimerais, avec les étudiants, réfléchir cette année à la question de l'auteur en architecture. L'auteur, c'est qui? Et justement, les faire partir de l'idée que c'est pas forcément le patron de l'agence, alors que dans le monde de l'architecture, l'auteur, c'est forcément le patron. Et quand on voit la division du travail dans une agence d'architecture, l'auteur, c'est loin d'être le patron. C'est lui qui règle les factures et voit l'expert comptable, mais c'est pas forcément lui, toujours l'auteur des projets. Merci beaucoup Isabelle Frémaux, Olivier Razac, Jean-Louis Violot d'avoir répondu à cette invitation de Document d'artiste, Additional Document, Artorama. Donc je renvoie les personnes qui le souhaitent sur le site Additional Document, sur le site documentartiste.org, où vous pourrez voir les textes et la vidéo d'Isabelle et les textes d'Olivier et de Jean-Louis.